Hello! Aujourd'hui, on se retrouve enfin en face cam, ça fait très longtemps. J'espère que tu n'auras pas trop le reflet dans mes lunettes, mais bon, écoute. Il risque d'être là pendant une bonne partie de la vidéo, j'ai besoin de mes lunettes quand même pour voir quelque chose. Mais bon, passons. Petit changement de décor, on passe au printemps et surtout, on retrouve enfin un bilan culturel puisqu'il me semble que pour février, comme j'avais pas fait énormément de choses, j'avais pas forcément de quoi faire un bilan culturel, donc là ça va jumeler les deux. Et aussi j'ai pris en note les suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, donc merci à ceux qui ont répondu parce que j'ai pas remercié avant, du coup là j'en profite d'être en face cam. C'est noté et j'essaierai de sortir des choses autres que vlog et bilan culturel dans quelques mois. Parce qu'il me faut du temps pour faire tout ça, voilà. Donc, comme d'habitude, on va commencer par tout ce qui est séries et documentaires. Donc, la première chose que j'ai regardée, c'est la série Lydia fait sa loi. Je trouve que le titre en français est pas ouf, mais la série, elle, est super cool. C'est basé sur l'histoire de la première femme avocate en Italie. Donc ça se passe à ma période, 19e siècle, donc je suis évidemment très contente. Soit dit en passant, tout ce qui va être du côté de l'architecture et des costumes dans la série, sont magnifiques. Tu verras les tenues de Lydia, elle a des tenues. J'étais là en mode oh my god, c'est vraiment beau à voir. Et en plus de ça, comme elle est avocate, c'est une série qui est un peu policière. Et comme tu le sais, c'est des sujets qui marchent très très bien sur moi. Donc chaque épisode, tu vas suivre l'enquête de Lydia qui va défendre son client en fait. Et pour ça, pour le défendre au mieux, parce que souvent c'est des cas vraiment désespérés où c'est quasiment sûr que c'est eux qui ont fait le meurtre, mais finalement il y a toujours un twist un peu à la Sherlock Holmes où tu te rends compte que du coup, non, ça ne peut pas être cette personne, c'est quelqu'un d'autre qui est le coupable. Bref, et du coup, on va suivre aussi toute une étape d'enquête et il y a tout un fil rouge sur le fait que est-ce que Lydia va parvenir à avoir sa... Comment on peut appeler ça? J'ai plus le nom, mais genre un titre d'accès pour pouvoir exercer sa profession. Et évidemment, il y a des passages très frustrants par rapport au sexisme de l'époque, qui va tout faire pour qu'elle ne soit pas avocate, qui va tout faire pour la décourager, etc. Et j'espère réellement qu'il y aura une saison 2, parce que tu le verras, la fin reste... Pas une fin qui reste ouverte, mais tu sens qu'il y a des choses encore à exploiter et qu'il y a une suite, tout simplement. Bref, donc ça, je te la recommande vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé, du coup. Donc voilà, je te recommande fort ça. Sinon, j'ai regardé la télé-réalité 100% physique, qui est une télé-réalité coréenne qui est un petit peu en mode Squid Game pour les sportifs, qui va du coup rassembler un nombre assez important de candidats qui sont souvent très forts dans leur domaine. Donc par exemple, tu vas avoir des lutteurs, des haltérophiles, des culturistes, des danseurs, des gens qui ont quand même un background sportif et qui vont s'affronter pendant diverses épreuves. C'est une compétition mixte, même si évidemment il n'y a pas beaucoup de candidates, mais il y en a quand même un certain nombre. Et d'ailleurs, c'est toujours assez excellent de les voir slay dans des épreuves et qu'après les hommes sont en mode « Ah, mais en fait, elles sont fortes !» Oui, ça peut arriver, effectivement. Bref, sinon, très sympa à voir. C'est vraiment à regarder si tu cherches un divertissement sans te prendre la tête, on va dire. Donc voilà. J'ai évidemment regardé la nouvelle saison de Formula One, qui est le docu de la F1 sur Netflix. Mi-docu, mi-télé-réalité finalement, où en gros, chaque année, ils sortent ce documentaire après la saison de F1 qui s'est écoulée durant cette année. Cette année, j'ai un petit peu moins suivi la F1, tout simplement parce que c'était le plus souvent Verstappen qui gagnait, et comme je ne l'aime pas,
je n'avais pas envie de regarder. Voilà, mais du coup, comme d'habitude, ça résume bien à chaque fois un peu les enjeux de la saison, ce qui peut se passer en interne pour différentes écuries, etc. Et encore une fois, si tu n'y connais rien en F1, ça peut être une bonne porte d'entrée pour apprendre à connaître la discipline, etc. Donc voilà, moi à l'époque, je m'y étais intéressée parce que je faisais un mémoire sur la représentation de l'automobile. Voilà, et du coup, comme je devais parler des sports, du début des sports automobiles, forcément, j'ai totalement plongé dans la F1 et je suis quand même ce qui se passe. Donc c'est sympa après la fin d'une saison d'avoir le petit documentaire. Voilà, la nouvelle saison de F1 a déjà commencé, il y a eu 2 courses au moment où je te parle. Donc à voir ce qui va se passer cette année et voilà. Alors, c'est tout pour les séries, il n'y a pas forcément grand-chose, et ensuite on va parler des films. Donc, les films, c'est essentiellement des films doudou, c'est-à-dire que comme chaque année, j'ai refait les Harry Potter, qui est surpris, voilà. Donc voilà, est-ce que j'ai besoin d'en reparler ? Peut-être pas, mais en tout cas, si le sujet t'intéresse, il y a des vidéos d'analyse des œuvres d'art dans Harry Potter, parce que tu ne les avais peut-être pas remarquées. Donc voilà, écoute, instant auto-promo, je te mets ça dans le petit comme d'habitude. Et j'ai regardé le Disney Rebelle. Donc Rebelle, ça parle d'une princesse écossaise, Mérida, qui se voit obligée, notamment par sa mère, à devoir trouver un futur époux et à remplir ce qu'on attend et à remplir les fonctions de ce qu'on attend d'une femme. Chose qui n'est pas trop à son goût, du coup elle va tout faire pour éviter cet événement, notamment en utilisant la magie, et ça va amener une intrigue dans le film, et ça va parler de relations mère-fille, ça va parler d'éducation genrée, ma foi, en soi. Ça va parler de stéréotypes, ce genre de choses. C'est un Disney qui est évidemment très sympa. En ce moment, en plus, j'ai une obsession pour l'Écosse assez malsaine. Moi, j'ai juste envie d'aller voyager là-bas, de voir un petit peu le pays. Bref, ça commence. C'est vraiment, en ce moment, sur les réseaux sociaux, je passe mon temps à regarder des images de l'Écosse, les musées écossais, les châteaux écossais. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, forcément, c'était le Disney que j'allais regarder ce mois-ci. Voilà. Mais du coup, très sympa. Évidemment, c'est une... même s'il y a des prétendants pour cette princesse, ils sont plus que secondaires. Et évidemment, la finalité de ce Disney, c'est pas un énième mariage de princesse, mais plus vraiment concentré autour de la famille et des envies de Mérida, tout simplement. Bref, voilà, je sais toujours très mal résumer les films. Mais voilà, de toute façon, je pense que tu le connais, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Du coup, on va passer à tout ce qui va être un peu spectacle. On va mettre ça dans la catégorie spectacle, théâtre, etc. Nouvelle catégorie qui apparaît. Voilà. Je suis allée voir le spectacle d'Haroun. Donc, spectacle très sympa qui va parler d'absolument tous les sujets. Même ceux que tu n'as pas envie d'aborder. Ça parle politique, ça parle sujet plus ou moins tabou, et c'est quand même de l'humour noir, si on peut dire, et assez cynique, donc faut aimer. Mais franchement, moi j'ai très bien rigolé et c'était très sympa, donc je te recommande, si tu as l'occasion, d'aller le voir. Voilà. Et sinon, on va passer à la catégorie jeux vidéo, parce que j'en ai fini 2 ces mois-ci. Donc, le premier, c'est Hogwarts Legacy. Je pense que t'as pas pu passer à côté, parce que vraiment, sur les réseaux, si tu t'intéresses du moins aux jeux vidéo, c'était partout. Genre, vraiment, tout le monde y jouait, tout le monde faisait des lives, etc., etc. Forcément, en tant que grosse fan de la saga, j'attendais ça depuis un moment. Surtout que là, on a eu un réel jeu Harry Potter monde ouvert, etc. Chose qu'on n'avait pas encore réellement. Évidemment, il y a eu des polémiques autour
de la sortie de ce jeu, donc je te laisse te renseigner sur les réseaux, mais c'est quand même important que je te le mentionne. Si toutefois tu veux quand même acheter le jeu sans pour autant donner de l'argent à J.K. Rowling, tu peux soit le trouver d'occasion, soit à prix cassé. Perso, moi du coup je l'avais trouvé enfin je l'ai eu à prix cassé. Donc à toi de voir si t'es à l'aise ou non pour jouer à ce jeu et à te renseigner voilà, sur le sujet. Voilà. Mais sinon, pour parler du jeu en lui-même, c'est un jeu qui est extrêmement cool, vraiment, genre... Déjà, ça se passe encore une fois à mon époque, je crois qu'on est en 1890, 1900, quelque chose comme ça. En plus, il y a des salles dans le jeu où il y a une architecture art nouveau. J'ai repéré notamment dans certaines boutiques de confiserie des affiches qui reprennent la vague de Kusai, des affiches qui reprennent des affiches de pub de Musha, etc. Je sais pas si une vidéo, les œuvres d'art dans Hogwarts Legacy pourrait être possible, faudrait que je vois s'il y a suffisamment de choses. Mais j'ai repéré des petits trucs quand même. Donc déjà, d'un point de vue histoire de l'art, très contente. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce jeu. Tu vas incarner un personnage qui, en plus de posséder une magie que tout sorcier a, possède aussi une magie ancienne. Et ça va être toute une intrigue, et tu es dans un monde où il y a beaucoup de tensions entre gobelins et sorciers. Des deux côtés, il y a beaucoup de préjugés sur l'un et sur l'autre. Et on va dire qu'il y a un petit groupe de gobelins extrêmes qui veulent en fait libérer cette fameuse magie ancienne et s'accaparer tout le pouvoir et dominer le monde. Enfin bref, j'ai envie de dire un scénario gentil-méchant assez basique. Néanmoins, il y a quelques nuances puisque tous les gobelins, évidemment, ne sont pas méchants et au fur et à mesure du jeu, tu vas tisser des amitiés avec certains gobelins, etc. Tu vas pouvoir en aider, etc. en fonction du gameplay que tu choisis, puisque tu peux choisir, on va dire, au niveau de la narration, de devenir un bon sorcier ou un sorcier vraiment Dark Vador. Donc, enfin Dark Vador, non, plutôt Voldemort en fait. Un Voldemort avant Voldemort, voilà, globalement. Donc, ça c'est à toi de voir. Ce que je trouve peut-être un petit peu dommage, c'est que tu as beaucoup d'interactions sociales avec divers élèves de Poudlard, avec des professeurs, diverses personnes dans des hameaux à proximité de Poudlard ou dans des villes, etc. Le petit problème, je trouve, c'est que les choix que tu fais dans les dialogues n'ont pas forcément de réel impact dans le gameplay. Par exemple, si tu vas être plutôt méchant avec tes camarades de Poudlard dans tes réponses, ça va pas nécessairement avoir de gros impacts dans ton gameplay, ça va même ne pas avoir d'impact. Et pareil, si t'es gentil, ça n'a pas nécessairement d'impact. Voilà, tes choix n'impactent pas tellement la narration principale, excepté évidemment quand il y a des gros choix à faire. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Sinon, graphiquement, esthétiquement, très beau à voir, très contente de pouvoir chevaucher un hippogriffe, un balai, un sombral. Bref, très contente de ce jeu. Je me suis éclatée à jouer. Il n'est pas forcément beau. Après, tu peux régler la difficulté du jeu, mais il n'est pas forcément hardcore à jouer. Il n'est pas forcément, ouais, voilà, l'histoire n'est pas forcément ultra hardcore. C'est totalement jouable. Et si tu n'as pas envie de te battre assez souvent, tu peux passer en mode histoire, qui te permet de te focuser uniquement sur la narration. Donc voilà. Ceux qui sont arachnophobes, il y a quelques petits soucis, il y a quand même pas mal d'araignées, de grosses araignées bien dégueu. Je crois qu'il y a des mods qui sont sortis pour que tu ne puisses pas avoir les araignées et que ça soit genre par exemple des carrés noirs ou des trucs comme ça qui te permet de gérer peut-être un peu mieux ta phobie et de continuer à jouer. Donc ça, c'est à se renseigner. Ah oui, d'ailleurs, au niveau de la personnalisation des personnages, parce que c'est un truc qui est important pour moi. Au début, quand tu crées ton personnage, je trouve que pour les filles, il n'y a pas forcément... Il y a pas mal de coupes de cheveux, mais il n'y a pas forcément beaucoup de variations pour ce qui va être des cheveux longs. Donc quand tu veux faire un personnage qui te ressemble un petit peu, bon, t'as un peu le seum. Il y a eu aussi... Enfin là, ils ont patché le jeu, mais
Au début, il y avait quelques soucis toujours au niveau des personnages féminins. Quand tu jouais, quand tu étais en jeu, en fonction des lumières et cetera, la tête de ton personnage était vraiment bizarre. Il ressemblait pas, à la tête, qu'elle avait, quand tu es en train de la personnaliser. Ça a été un peu mieux réglé, après le patch, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu perturbant de pas avoir la même tête dans les cinématiques et en jeu, mais vraiment de façon assez, la différence était quand même assez drastique, quoi. En jeu, ton personnage a l'air totalement constipé et ailleurs, que dans les cinématiques, elle a une tête normale, donc bon. Personnellement, je l'ai surtout remarqué avec les personnages féminins, que ce soit avec le mien ou dans d'autres... ou chez d'autres personnes où j'ai pu constater ça, tandis que les personnages masculins, j'avais l'impression que ça allait plutôt. Donc, bon. Voilà pour ça. Et l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est Call of the Sea. C'était une narration avec des énigmes, etc., qui était très sympa à faire et que j'ai pu choper gratuitement parce que bon plan, si t'es étudiant et que t'as pas non plus 36 milliards de thunes à mettre dans des jeux, souvent tu peux regarder genre, sur Steam, Epic Game Store, etc., par semaine ou par mois, ça dépend. T'as des jeux qui sont gratuits pour une durée déterminée. Donc par exemple, je sais pas, pendant une semaine il va être gratuit, si tu l'as chopé pendant cette semaine où il est gratuit, il restera gratuit pour toi. Donc voilà, ça peut être un bon plan et c'est comme ça que j'ai pu choper ce jeu qui était très sympa à faire. Ça se passe, il me semble, dans les années 30 où donc, tu es une jeune femme qui va partir à la recherche de son mari archéologue. Représente encore l'histoire de l'archéologie, voilà. Mais tu pars donc retrouver ton mari qui est parti en expédition sur une île au fin fond du monde parce qu'il était persuadé que sur cette île un peu mystérieuse, il pourrait trouver un remède pour te soigner parce que tu as une maladie incurable et très mystérieuse qui fait notamment que tu as des taches noires sur les mains. Et du coup, pour retrouver ton mari et l'équipe qui l'accompagnait, tu vas résoudre différentes énigmes pour retracer tout le process du voyage de ton mari et enfin déterminer où il se trouve. Voilà. Les énigmes ne sont pas trop prises de tête, donc ça se fait très bien. Au niveau du graphisme, c'est très sympa et très agréable à faire. Il y a des passages sous l'eau, il y a des passages sur terre, etc. Il y a vraiment aussi toute une mythologie sur cette île, donc c'est très intéressant à voir. C'est un jeu qui se fait aussi rapidement, donc si tu cherches un jeu petit format, on va dire, c'est plutôt sympa à faire. L'histoire est très sympa et bon, après l'histoire se fait une seule fois, quoi, hein. T'as pas forcément envie de la refaire et de la refaire. Franchement, je te le conseille si t'as l'occasion d'y jouer. Moi, je l'ai trouvé très sympa à faire. Ensuite, on va pouvoir passer à tout ce qui est sorties culturelles, musées, etc. Donc, pendant les vacances de février, j'étais à Madrid et j'ai passé une journée à Ségovie. Je vais pas revenir dessus, je pense, oui, parce que j'en ai fait toute une vidéo en fait. Donc si tu veux plus d'infos sur le musée du Prado, musée de la Reina Sofia, la maison de Sorolla, qui notamment a fait cette œuvre et cette œuvre, et sur ce que j'ai pu faire à Ségovie, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Donc voilà. Et du coup, on va passer à ce qui s'est passé ici, à Paris. Donc, je suis allée voir au musée Picasso pour les 50 ans de la mort de Picasso. Et cette année, on va en manger des expos Picasso. Je n'ai pas hâte. Mais du moins, ici, ça fait sens puisque c'était au musée Picasso. Donc, c'est normal. Le musée a laissé carte blanche, on va dire, à Paul Smith, designer anglais. Enfin, designer et créateur de mode anglais, connu pour utiliser des couleurs, enfin beaucoup de couleurs et travailler beaucoup le motif de la rayure, a utilisé les 6 messes du musée pour apporter notamment une nouvelle scénographie aux collections permanentes. Alors, moi je voulais y aller, pas pour Picasso parce que j'ai beaucoup de mal avec ses œuvres déjà
je veux dire, en dehors de la personne qu'il était, j'ai du mal déjà avec cette œuvre, c'est pas quelque chose qui me touche. Je reconnais évidemment son apport à l'histoire de l'art, mais d'un point de vue esthétique, c'est pas ce qui me plaît plus. D'un point de vue personnel et pas historienne de l'art, c'est pas un truc qui me touche, quoi. Si on ajoute la personne en plus, évidemment, ça me touche encore moins. Voilà, mais évidemment. Mais je m'étais dit, ça peut être intéressant pour voir s'ils en profitent pour faire quelques changements dans les cartels, ajouter des informations, nuancer des propos, bref, ce genre de choses. Et je me suis dit, why not aussi voir ça, pour voir ce que cette nouvelle scénographie change aux œuvres de Picasso. Alors, de 1, les cartels, de ce que je me souviens de ma dernière visite au musée Picasso, j'ai pas senti de gros changements. Il y a des cartels qui sont quand même assez frustrants sur certains points, qui oublient de préciser, je pense, certaines choses, mais c'est aussi une question un peu complexe parce que je connais pas forcément le contexte du musée Picasso. Si au-dessus de la directrice, par exemple, il y a des entités qui font qu'elle ne peut pas forcément permettre de faire des cartels peut-être un peu plus engagés, un peu plus francs et honnêtes, ou ce genre de choses, ou s'il y a des pressions de la famille, des descendants, ou je ne sais quoi. Je ne sais pas comment ça se passe en interne, qui expliquerait le pourquoi du comment certains cartels peuvent être frustrants. Donc voilà, mais je pose ça là. Quand tu connais la situation, quand tu connais l'histoire de certaines œuvres, quand tu connais la biographie de Picasso, il y a des choses qui sont frustrantes, on va pas se le cacher. Donc ça c'est pour le point cartel. Pour le point de la scénographie, il y avait des salles que j'ai trouvées très sympas et qui faisaient effectivement, par contraste ou non, ressortir les œuvres de Picasso. Moi j'ai bien aimé par exemple la salle pour les céramiques, où en fait sur toutes les cimaises, il y avait des assiettes blanches, ce qui permettait de faire ressortir les assiettes qui étaient peintes par Picasso. Il y a la salle avec les sculptures de chèvres sur un fond vert prête à tourner un TikTok qui m'a évidemment beaucoup fait rire. Il y avait aussi un espèce... pour aller au niveau de l'étage, tu dois traverser une espèce de galerie montante. Et là, il avait installé une espèce de moquette à full rayures qui était d'ailleurs totalement assortie à mon écharpe. Ça, c'était mon petit flex du jour, mais bref. Qui va ravir nos Instagrammeurs préférés s'ils ont envie de faire un photoshoot dans un musée. Et après, j'avais bien aimé aussi la salle de la marinière où il y avait littéralement des marinières suspendues au plafond. Mais il est vrai que beaucoup des salles avaient une scénographie très premier degré. Par exemple, la salle de la période bleue, les murs vont être bleus. La salle des tauromachie, les murs vont être rouges. Voilà, c'était... En fait, il y avait vraiment des scénographies très 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 premier degré. Pour faire une différence entre les scénographies que je n'ai pas aimées et les scénographies que j'ai bien aimées, par exemple, dans la salle des marinières, sur les scénographies que j'ai pas aimées, il aurait juste peint les murs en blanc avec des rayures bleues. Alors que là, dans la scénographie que j'ai aimée, il y avait vraiment des marinières suspendues. Voilà, je sais pas si tu comprends mais c'est ce que je raconte, mais voilà. C'est pareil, il y avait une salle qui parlait des années 50, et du coup, il y avait plein de 50 peints au mur couleur caca. Ça, j'ai pas... Bon, c'était pas une scénographie que j'ai vraiment appréciée. Il y a eu aussi une tentative de faire dialoguer des œuvres de Picasso avec des œuvres d'autres artistes, notamment des œuvres de Dora Maar. Et c'est là où les cartels peuvent être frustrants parce que tu vois du Dora Maar à côté du Picasso sans contextualisation de leur relation notamment. Donc ça m'a gênée personnellement. Donc voilà, il y a des artistes aussi plus contemporaines, je pense notamment à cette œuvre qui est en écho au Black Lives Matter, qui était présente. Donc voilà. Mais sinon, ouais, les scénographies, en fait, ça dépendait vachement des salles. Parfois, c'était sympa, parfois, c'était vraiment trop premier degré et ça apportait pas forcément grand-chose. Mais voilà, il y a des expositions en ce moment aussi au musée Picasso, et justement les expositions
essaye de faire un peu un contrepoint du passé un peu problématique de Picasso. Donc là, on a par exemple cette artiste qui est présente. Moi, j'ai pas eu le temps de la faire parce que il était tard en fait quand j'étais là-bas. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de la faire. Faudrait que j'y repasse pour faire l'exposition. Mais voilà, donc je te conseillerais peut-être plutôt de faire l'exposition. Et si tu es curieux de voir la scénographie, voilà, de passer peut-être en coup de vent dans les collections permanentes. Mais voilà. Ensuite, on va passer à Orsay. Donc, j'ai fait un petit tour à Orsay. Alors, franchement, c'était uniquement dans le seul but de voir le chevalier aux fleurs. J'avais fait une analyse dessus. Et si tu te rappelles, j'avais laissé un petit mot, je crois, en commentaire qui disait que j'avais un peu le seum parce que je n'avais pas réussi à trouver des reproductions en haute qualité et qu'en fait j'ai pas pu, à l'époque où j'avais fait cette vidéo, elle était en réserve et n'était pas exposée dans les collections permanentes, donc je n'avais même pas pu prendre des photos de moi-même et les utiliser après pour l'analyse. Et du coup là j'ai enfin pu la voir puisqu'elle est effectivement exposée et j'étais trop contente de la voir. Le petit point négatif, je dirais, c'est que par rapport à son exposition, elle est dans un cadre qui n'est pas d'origine, mais peut-être aussi qu'ils n'ont plus le cadre d'origine ou qu'il est en trop mauvais état. Et je trouve que les cadres qu'ils mettent sur les œuvres dont ils sont plus les cadres, je les trouve pas ouf. Et je trouve pas que ça mette tant en valeur les œuvres. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop. Ça fait un peu premier prix Ikea. Je suis vraiment désolée pour la personne qui a fait les cadres, parce que c'est quand même du travail. Je suis désolée, mais j'ai pas trop aimé esthétiquement ce que ça rendait. Désolée, vraiment, voilà. Mais très contente de voir que l'œuvre est sortie des réserves. Donc voilà, si t'as envie d'aller la voir. En plus, elle est vraiment à la bonne hauteur, elle est pas tout en haut d'une cimaise ou quoi, donc tu peux vraiment en profiter. Et j'ai hâte aussi que à Orsay, les étages Art Nouveau réouvrent enfin. Il y a une partie Art Nouveau qui est ouverte, mais Art Nouveau mais les départements Art Nouveau qui sont dans les étages sont toujours fermés. Donc c'est à l'étage 2, 3, 4, je crois. Tout ce qui est en dessous des impressionnistes, finalement. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien que ça réouvre, parce que ça me manque un peu d'aller voir tout ça, et que j'ai hâte aussi de voir le nouvel réaménagement. Donc voilà, ça c'était pour Orsay, donc j'y suis vraiment passée en coup de vent, j'étais pas pour faire des expos ou quoi, mais pour flâner et aller voir quelques œuvres avec mon copain. Et ensuite, on peut aussi aller à l'Orangerie, parce qu'il n'avait jamais vu les nymphéas. Non mais on peut pas être ensemble et qu'il n'ait jamais vu les nymphéas, c'est pas possible. Donc on est allé voir les nymphéas et toujours très contente de les voir. L'Orangerie, de toute façon, c'est principalement pour ça qu'on y va. Donc très contente de voir les nymphéas, toujours beaucoup de monde. Je te conseille de réserver à l'avance parce qu'il y avait une queue de malade. Donc voilà. Et si tu es en master patrimoine musée ou tout ce qui va être en rapport avec les musées, point. Tu peux demander la carte de l'ICOM qui en fait te permet d'accéder au musée gratuitement, lieux culturels et musées. Et parfois dans certains établissements d'avoir vraiment un coupe-fil, mais vraiment t'es pas avec les personnes qui ont réservé leur billet, t'as un coupe-fil magique, genre vraiment. J'étais si heureuse d'avoir cette carte quand je suis allée à l'Orangerie et Orsay, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Le tourisme a vraiment bien repris quand même à Paris de ce que je vois. Donc, béni soit la carte de l'ICOM. Voilà. Et du coup, voilà. Et après, pour ce qui est des collections permanentes de l'Orangerie, c'est tout début 20e. C'est vraiment un tout petit musée, il n'y a pas énormément de choses à voir. Il y avait un contrepoint contemporain qui esthétiquement m'a plutôt plu. Après, à l'Orangerie, c'est vrai que... Enfin là, j'ai remarqué qu'ils sont déployés un petit peu plus parce que dans l'espèce de rotonde qu'il y a avant les nymphéas, ils ont pu installer les œuvres de cet artiste. Ensuite, quand tu descends au sous-sol, encore une œuvre. Et puis dans la fameuse salle qui est réservée... à l'expression contemporaine, il y avait aussi ces œuvres. Mais cette salle, je la trouve quand même extrêmement petite et quelque peu ridicule, entre guillemets, pour accueillir une intervention contemporaine.
C'est voilà, histoire de faire un lien entre le début du XXe et ou les nymphéas et la création contemporaine, mais c'est vrai que la place est quand même très réduite, donc voilà. Sinon, il y avait une exposition qui s'appelle Matisse Cahiers d'art, le tournant des années 30, qui va aborder, attention que je te lise la phrase qui résume un petit peu tout, par le prisme de Cahiers d'art, revue dédiée à l'actualité artistique de l'époque, l'exposition replace l'œuvre de Matisse dans le contexte de l'entre-deux-guerres. Voilà. Le marchand Paul Guillaume, dont le musée de l'Orangerie conserve une partie de la collection, participe alors du même mouvement d'avant-garde. Voilà. Et parce que dans ces années-là, du coup, ce fameux Paul Guillaume possède 25 tableaux de Matisse. Du coup, cette exposition, alors déjà, je ne savais pas qu'elle était là. Alors, c'était pas prévu que je la fasse. De 2, je ne savais pas qu'elle était là. Et de 3, il y avait un monde, mais pas possible. Ce qui fait que, franchement, je crois que c'est peut-être un des lieux où j'ai vu le plus de monde réuni dans une exposition. Même plus de personnes que dans une exposition à Orsay. Enfin, quoique, c'était peut-être kiff-kiff. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à tel point qu'en fait, je ne pouvais pas accéder aux tableaux, aux œuvres, aux installations, aux cartels, etc. Donc forcément, je peux pas t'en parler plus que ça. J'ai pas forcément aimé plus que ça la scénographie, vu que c'est un peu la seule chose que j'ai pu voir de l'exposition. Dans le sens où Matisse fait quand même des œuvres extrêmement colorées, avec des motifs très chargés, ce genre de choses. Et c'était le plus souvent, sur des cimaises blanches. Et du coup, je trouvais que ça rendait ses œuvres un peu ternes. Donc je trouvais ça dommage. Et à contrario, il y a un moment où il y a vraiment un pan de mur jaune où il y a les œuvres de Matisse. Et là, je trouvais que ça ressortait beaucoup mieux, que c'était beaucoup plus sympa et beaucoup plus vif, forcément, avec du jaune. Et donc là, j'ai préféré quand c'était sur ce mur-là. Donc peut-être avoir fait quelque chose d'un petit peu plus coloré, ça aurait été sympa. Après, bon, voilà, c'est une question de goût, hein. Chacun a ses goûts. Pour ce qui est du propos de l'exposition, je peux pas te dire, je ne pouvais pas lire, même les grands cartels d'explication, je pouvais pas les lire. Voilà, il y avait vraiment trop de monde. J'ai réussi à me faire une petite place pour prendre en photo la dernière œuvre de l'expo, qui est la chemise roumaine, qui est une œuvre très très connue de Matisse, qui ensuite a inspiré Yves Saint Laurent pour une de ses collections, blablabla. Donc voilà, expo pas forcément de très grand format, ce qui explique aussi la densité de personnes dedans. Voilà. Mais du coup, je n'ai pas nécessairement un réel avis à te donner, étant donné que j'ai pas pu en profiter pleinement. Et je crois que c'est tout. J'ai pas fait grand chose en fait ces 2 derniers mois, on va pas se le cacher. Et du coup, bah voilà, écoute. Si tu as quelconque recommandation à me faire, franchement, je suis très preneuse. Là, ces mois-ci, j'ai envie de découvrir des nouveaux trucs, donc surtout, n'hésite pas à me conseiller ce que tu as fait ce mois-ci, ces derniers mois, etc. Et voilà, je vérifie que j'ai rien oublié, c'est bon. Donc nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, je ne sais quand, mais on se retrouvera bien à un moment. Salut!